Bonjour et bienvenue dans Histoire d'échanger. J'espère que vous allez bien et que cette dernière ligne droite de l'année 2019 s'annonce pleine de belles fêtes et de belles rencontres pour vous. Pour la préparation de ce podcast, j'avais commandé une bonne trentaine de livres autour de la notion de changement et des expertes dans les reconversions de vie. Parmi ces livres, il y avait How to be Everything ou Comment être tout de Emily Wapnick, où elle nous parle des personnes qui ont plusieurs passions dans leur vie ou carrément plusieurs vies et elle nous donne des conseils dans ce livre pour réussir à avoir beaucoup de projets professionnels et personnels à la fois, ou bien elle nous explique comment faire pour se reconvertir et changer de voie lorsqu'on découvre une nouvelle passion. On aura l'occasion de parler plus en détail de ce livre sur un prochain épisode, mais aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon interview avec une personne qui, pour moi, incarne parfaitement ce concept de multipassionné ou comment être tout. Vous connaissez sûrement Julie ou Kinoko, car elle est créatrice de la marque du même nom et du podcast Être Soi. Julie est aujourd'hui entrepreneuse, podcasteuse, coach, blogueuse et maman, entre autres. Et dans son podcast et sur les réseaux sociaux, elle parle de tous ses casquettes avec un naturel hors norme. Aujourd'hui, Julie accompagne les personnes et marques qui souhaitent vendre via un podcast. Je mettrai le lien de son offre de coaching dans les notes de l'épisode. Pendant l'édition de ce podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait des sons d'interférence très désagréables sur mes interventions, surtout au début. Donc déjà, toutes mes excuses parce que quand je parle, vous écouterez parfois ces sons que je n'ai pas pu enlever et surtout, j'ai dû couper les premières minutes de l'interview parce que le son était vraiment mauvais. Pendant ces premières minutes, je remerciais MamaWorks à Bordeaux car nous avons enregistré le podcast sur une de leurs salles. Si vous ne connaissez pas ces espaces de coworking, je vous les recommande. Le café est très bon et l'ambiance est très sympa. Je disais aussi à Julie à quel point j'étais contente de pouvoir la rencontrer parce que pour moi, Julie est une rockstar du podcast et quand je l'ai contactée pour la première fois, elle a tout de suite été super réactive et super sympa. Voilà pour cette introduction plus longue que d'habitude. Je laisse place à l'interview et j'espère que vous allez adorer, autant que moi, passer ce moment avec Julie. Changes come, changes go. There's always change. Seasons change. Bonjour Julie. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va. Merci d'avoir donc du coup accepté Avec l'invitation. Aujourd'hui, on va parler donc du changement. Moi, j'ai pensé tout de suite à toi quand j'ai commencé à faire la liste de mes invités, parce que comme je te disais, j'écoute donc du coup ton podcast depuis un an. Depuis que j'ai commencé, j'ai pas arrêté, j'ai fait du binge un peu à la Netflix où j'ai pas arrêté d'écouter tous tes épisodes et je me suis dit en fait cette fille, Nana, je sais pas comment tu veux que je t'appelle. Comme tu veux. Voilà. Et en fait, tu as déjà fait 1000 trucs dans ta vie. Enfin, je pense que tu te lances, je sais pas, tu nous raconteras comment tu vis ces changements et comment tu arrives à vraiment être pleine d'idées, plein de projets, voilà. Et il y a un épisode qui m'a beaucoup intéressée, c'était l'épisode où tu parlais d'être multipassionné et donc le fait que tu t'intéresses à plein de choses et c'est ça aussi qui te pousse à toujours sur cette ère de changement, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, etc. Donc, avant qu'on commence, je vais te laisser te présenter donc, du coup les changements que tu as vécu pour les gens qui ne te connaîtraient pas, mais voilà. En faire un petit résumé, ce qui est très difficile. Je sais pas si vous apprenez à me connaître aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a du mal à être synthétique. C'est quelque chose que j'essaye d'apprendre de plus en plus, mais c'est un exercice pour moi d'être, tu vois, de l'autre côté du micro. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude, donc je vais essayer de faire le plus synthétique possible. Enchantée, moi c'est Julie. On me connaît aussi sous le pseudo de Kinoko. C'est un pseudo et c'est aussi une marque aujourd'hui parce qu'en fait, quand vous tomberez sur mon site, en fait, c'est marqué Kinoko. Ça veut dire champignon en japonais. Pour l'anecdote, je déteste les champignons, mais c'est un mot que je trouve très joli. J'ai fait beaucoup de japonais dans mes études et c'est un pays que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, ça reprend. Alors, je ne fais pas de japonais, hein, c'est pas ce que je fais. Aujourd'hui, j'aide les entreprises et les entrepreneurs à être plus visibles grâce aux réseaux sociaux, mais aussi grâce aux podcasts. J'ai plusieurs activités. La principale que j'ai lancée après un burn-out et mon premier CDI, c'est une activité de social media manager consultante. Donc j'ai commencé seule, ça a très bien fonctionné. 1 an après, j'avais tellement de travail que mon mari il voulait absolument travailler avec moi. Moi j'étais là, non, je veux pas. Et finalement, on a fini par travailler ensemble. Donc on est
on est couple dans la vie comme au travail, jusqu'à maintenant en tout cas. Suite à ça, comme je ne me satisfais pas forcément de faire une seule activité, ça a toujours été le cas, depuis des années, je crois que ça fait plus de 10 ans, je blogue sur tout ce qui m'intéresse et j'ai commencé il y a plus de 10 ans maintenant par un blog sur les cosmétiques asiatiques. Donc, c'était une passion que j'avais envie de partager. J'étais partie en Corée il y a plus de 10 ans maintenant, pendant 1 mois, et je suis tombée amoureuse de ces produits-là. Et en fait, c'était pas du tout... on ne parlait pas de ça en France, en fait. Et je me suis dit, mais j'aimerais en discuter. En fait, je suis une grande bavarde, donc j'avais envie de partager, d'échanger. Ça, c'était en quelle année ? C'était en 2010, donc ça fait bientôt 10 ans, en fait, où je suis partie en Corée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller sur Internet. Je me suis formée comme ça, en fait. Je me suis formée aux social media en ouvrant mon blog, en ouvrant mes réseaux sociaux pour un blog qui s'appelait Boîte à sucre et qui s'est ensuite appelé Kinoko. J'ai parlé pendant des années de cosmétiques asiatiques. J'ai eu pas mal de partenariats. J'étais une des références dans ce sujet-là. J'ai fait des vidéos YouTube. C'est comme ça que j'ai commencé YouTube. 1 an après avoir ouvert mon blog, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, sur YouTube. Et du coup, à un moment donné, quand je me suis lancée, il y a maintenant, ça va faire quoi, 3 ans et demi, j'ai lancé mon activité de social media manager. En fait, je continue encore à parler de ça, mais je me sentais plus du tout alignée avec ce sujet. C'était pas forcément ce que j'avais envie de discuter. Je sentais que c'était une passion, mais j'avais plus la foi de créer des contenus sur ce sujet-là, et je sentais que j'avais envie d'un autre contenu, d'autre chose en fait. Et j'ai été tiraillée pendant une bonne année avant de changer, en fait. J'en ai parlé, d'ailleurs, Julia, qui s'appelle Julia Couder. Peut-être que vous la connaissez grâce à mon podcast parce qu'elle a fait plein d'épisodes dans Être Soi. Elle a subi toutes mes réflexions et à voix haute de est-ce que je dois vraiment enlever tous mes articles ? Est-ce que je dois enlever tous mes... Parce que ça fait quelque chose de créer pendant 5, 6, 7 ans des choses et se dire ça correspond plus à ce qu'on veut faire, il va falloir tout mettre de côté. Et les personnes qui construisent du contenu sur Internet savent à quel point avoir un bon référencement et être une référence sur un sujet, ça demande du temps, ça demande des efforts. Et du coup, là, ça voulait dire appuyer sur un bouton et faire « Salut, au revoir, j'enlève tout ça ». Donc, j'ai mis 1 an à réaliser que je voulais autre chose et que je voulais créer le podcast Être Soi et que je voulais passer à un autre sujet. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est au moment où j'ai eu mon premier CDI, donc suite à mes études, etc., que j'ai faites pour justement avoir ce CDI. En fait, j'ai fait Bac+5, japonais, études master pour justement en école digitale pour faire ce travail-là. C'était la finalité. J'ai suivi un peu de ce que beaucoup de personnes font. Je me suis aperçue que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Que j'ai juste pris la ligne que j'allais me prendre un mur et j'ai juste attendu de vivre un truc difficile pour justement me prendre ce mur et se dire en fait là j'ai plus le choix, il faut que je lance mon activité. Et ce mur, c'était cette expérience de 8 mois dans une grosse boîte de vin très connue sur Bordeaux où je crois que j'ai fait un burn-out au bout de 3 mois. En fait, cette entreprise, elle est très connue pour ça, de beaucoup de turnover, etc. Et moi, je savais pas du tout. J'étais juste contente d'avoir un CDI à responsabilité. Waouh, super, je vais pouvoir changer le monde. Je vais changer cette boîte. Je vais faire tout ce que je peux. Et en fait, pas du tout. Je me suis retrouvée à être juste une exécutante. Et les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas une exécutante. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans mon caractère. C'est juste pas possible. Donc, du coup, je me suis retrouvée à faire ce burn-out, à quitter cette boîte au bout de 8 mois. Le jour où j'ai quitté la boîte, j'ai commencé tout de suite à travailler dans mon activité. En fait, il n'y a pas eu de transition. J'ai quitté l'entreprise. Le lendemain, je travaillais déjà dans mon activité. J'avais déjà signé un contrat, en fait. J'avais déjà réfléchi comment je pouvais faire. Donc, en fait, il y a tout un processus. Et pour finir cette longue présentation, je vous l'avais dit, je ne savais pas synthétiser. J'ai lancé le podcast Être Soi dans l'année où j'ai lancé mon activité, l'année d'après. Et j'ai mis donc 1 an à réfléchir, est-ce que je dois supprimer ces contenus ? Est-ce que je dois vraiment faire en sorte de tout enlever ? Ça a mis du temps, mais j'ai accepté le fait qu'il fallait passer à autre chose et j'en suis très contente parce que c'est totalement aligné avec ce que je veux faire aujourd'hui. Donc j'ai lancé Être Soi il y a 2 ans maintenant et j'ai commencé à parler de mon ressenti. C'était plus du développement personnel au départ. Pendant 1 an, c'était vraiment lié à mes états d'âme de freelance. Je savais pas trop où j'en étais. J'étais en train de comprendre certaines choses. Et je crois aussi que c'était lié à la thérapie. Enfin, on pourra en parler après, mais je faisais une thérapie aussi à ce moment-là. Et 1 an après, je me suis rendu compte, oui, mais moi, je veux aussi parler avec d'autres personnes. Je veux aussi leur donner l'opportunité de donner leur version de l'histoire, de donner leur expérience, parce qu'on n'est pas, capable de faire tout
parfaitement à 100%, donc c'était aussi important pour moi de faire ça. Et j'avais envie de me diriger plus sur du marketing aussi digital, parler de podcast. Et c'est ce que ça donne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu ça, être soi, et je suis super contente de faire ça. C'est super intéressant parce qu'en fait, quand on écoute ton podcast, il y a deux choses qui m'ont frappée. La première, c'est que tu es très naturel et c'est génial. C'est non, rigolo. mais c'est vrai, on a l'impression d'écouter une copine qui te parle et tu vois, je ne sais pas, moi, je ne suis pas d'une culture comme la culture française. Au Mexique, on est assez ouvert, on va dire, par rapport à nos sentiments. J'ai l'impression que la culture française n'est pas du tout pareille. En tout cas, on est un petit peu plus... Gérer les émotions, c'est pas forcément quelque chose qu'on a appris à faire. Voilà, c'est ça. Ok, c'est intéressant. Donc, c'était super intéressant de voir. C'était rafraîchissant, tu vois. C'est Et gentil. petit à petit, on commence à voir justement ton évolution. Donc, on suit avec toi les changements. Et c'est quelque chose qui est hyper D'accord. agréable et hyper rassurant pour les gens qui, justement, se posent les mêmes questions que toi, qui suivent un changement. Donc, voilà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que quand tu racontes ton parcours et quand on écoute ton podcast, quand on va sur ton site internet, j'ai l'impression que tu as à chaque fois je ne sais pas si on pourrait l'appeler intuition, mais en tout cas, tu as ce super pouvoir de voir quelle va être la tendance à l'avenir. Tu as une bonne... je pense que tu déniches assez facilement les nouvelles tendances. Alors, c'est toi qui commence aussi à les créer, à les imposer. Comment tu fais ça? En fait, comment tu vis les changements? Parce que t'en as fait, tu l'as expliqué là dans ton parcours pas mal. Je pense que tu changes de façon très constante. Comment tu fais? En fait, je pense que c'est très intéressant parce que le fait d'être de l'autre côté du micro, c'est ce que je fais pas souvent en fait. Je suis tout le temps à vivre les choses, mais j'ai vraiment du mal à prendre du recul. J'ai besoin de quelqu'un pour me dire regarde tout ce que tu as fait. Et en fait, le fait d'être en capacité de rebondir très rapidement, c'est autant un bonheur et une bénédiction qu'une grosse malédiction, dans le sens où quand on est trop la tête dans le guidon et qu'on a tendance à vouloir tout le temps faire en sorte de rebondir, on cherche tout le temps en fait je sais pas, à trouver la nouvelle solution. On se rend pas compte dans les moments difficiles qu'on a été en capacité de faire tellement en fait auparavant et qu'on a été en capacité de rebondir. En fait, on est toujours dans l'après, oui, mais maintenant ça se passe pas bien, comment je fais pour trouver une nouvelle solution? Donc ça, c'est le côté un peu négatif et malheureusement, avec les biais de négativité, on a tendance à retenir le négatif. C'est pour ça que j'en parle en premier. Et je te rejoins d'ailleurs en France, je trouve, contrairement d'ailleurs aux États-Unis, on en parlait avec Clémentine en off. C'est vrai que Clémentine Sarlat, qui était dans mon podcast, c'est vrai qu'on a, dans le dernier épisode, en effet, en France, on a tendance à tout le temps pointer le négatif en premier avant le positif. Alors que dans beaucoup de cultures, c'est « Ah oui, t'as bien fait », tu vois. Et moi, je me rends compte, je fais exactement la même chose quand je travaille avec mon mari, et à chaque fois je me dis et ça sort plus vite, tu vois. Du coup, ça t'impose aussi de devoir tout le temps, c'est ce que j'évoquais souvent dans le podcast, et le côté perfectionniste, le côté voilà, faut tout le temps faire mieux. Donc on pourra peut-être en parler après, mais voilà, c'est vrai que en fait, je m'en rends pas forcément compte. Tout ça pour dire que je m'en rends pas forcément compte parce que c'est dans mon caractère. Je suis quelqu'un qui on me le dit tout le temps et je m'en rends pas compte. T'es pleine de ressources, t'arrives à rebondir, t'arrives à avancer. Je pense pas que je déniche les tendances. Je pense pas que ce soit ça. Je pense surtout que je suis au maximum ce que j'aime faire. C'est quelque chose de très important pour moi. C'est inconcevable aujourd'hui de me dire que dans ma vie, je ne ferai rien que j'aime. Enfin, je ne ferai... Dans ma vie, il faut que je fasse tout le temps quelque chose que j'aime. En fait, tous les jours, il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Donc, comme mon travail, c'est important et que j'ai envie d'allier passion et business et faire en sorte que je puisse gagner ma vie avec, et voilà, j'ai envie d'allier les deux à chaque fois. J'ai pas envie de faire de compromis. Il faut savoir rebondir. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut être ouverte à toute possibilité quand on a besoin d'avancer et qu'on a besoin de changer. C'est très difficile parce qu'en fait, quand on change, et d'ailleurs, je pense que ce qui m'a fait réaliser ça, c'est quand j'ai quitté mon CDI. Parce que quand je suis rentrée, je le disais tout à l'heure, quand j'ai commencé mon CDI, j'avais envie de changer le monde. En fait, je suis un peu animée par cette envie d'aider les autres et de faire en sorte de changer au mieux, en fait.
Et sauf que quand on est embauché dans une entreprise, c'est pas toi qui décides en fait. Même si tu as un poste à responsabilité, il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi, le patron. Et si le patron, sa vision, c'est pas du tout de t'écouter, il n'y a pas une envie d'échange, il n'y a pas une envie de faire en sorte d'avancer ensemble. En France, malheureusement, c'est beaucoup comme ça aussi. C'est tu écoutes ce que je dis, tu fais, t'appliques. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais être malheureuse, mais comme les pierres, et mes collègues l'ont vu d'ailleurs à l'époque. Et en fait, je me revois parler avec cette femme-là qui était en RH. C'est la seule bonne chose que cette boîte a fait pour moi, c'est de me mettre devant cette RH et cette femme me dit, mais est-ce que vous êtes vraiment heureuse dans ce que vous faites? Et je me vois, j'ai fondu en larmes, j'étais mal en fait. Je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse et que je luttais pour faire en sorte de faire que ça fonctionne selon mes propres termes, selon mes propres règles, sauf que ce n'était pas possible vu que ce n'était pas ma boîte. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que pour changer, il fallait que j'abandonne quelque chose pour avancer. Et ça, c'est souvent le cas en fait. Quand il y a un changement, il faut s'autoriser à laisser partir quelque chose parce que sinon, vous êtes tout le temps retenu par ça et vous vous dites oui, mais je peux peut-être encore faire changer. Je peux peut-être. En fait, le peut-être, non, c'est pas possible. Vous savez déjà qu'il faut avancer. Donc, je pense que ça peut être déjà un bon conseil, apprendre à laisser partir, à lâcher prise, chose qui n'est pas facile. Plus il y a d'émotionnel et c'est ça qui est compliqué quand on est hypersensible, qu'on a envie de tout donner, qu'on est quelqu'un de passionné. La passion et les émotions, souvent, c'est très bonne chose, mais quand ça s'implique dans un changement ou quand c'est lié au travail ou au business, c'est très compliqué parce que quand on veut laisser partir quelque chose, il faut apprendre à se détacher émotionnellement de ça. Et quand on a beaucoup donné, c'est un gros travail. C'est pour ça que, par exemple, là, jusqu'à aujourd'hui, sur les grosses décisions ou sur les changements qui impliquent de lâcher beaucoup, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis 1 an pour créer mon podcast parce qu'il a fallu que je mette 1 an pour comprendre qu'il fallait que je lâche prise sur tout le contenu que j'avais créé. J'ai mis 1 an à comprendre qu'il fallait que je change aussi Kinoko. Maintenant, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 1 an. Pour mon boulot, quand j'ai dû lâcher mon boulot et lancer ma boîte, ça a mis moins de temps parce qu'en fait, j'étais arrivée physiquement. En fait, c'est là où ça devient dangereux, c'est que on passe par plusieurs stades. C'est d'abord un bruit dans sa tête, après ça devient vraiment lourd psychologiquement, et quand ça arrive au physique, donc vraiment où vous pleurez sans raison ou que vous êtes mal physiquement, il y en a, ils vont carrément à l'hôpital. Là, faut pas attendre ce stade-là. Donc c'est vrai qu'il faut savoir repérer les signes et apprendre à lâcher prise. Mais c'est pas facile, je suis d'accord avec toi. C'est très compliqué. On peut pas forcer les choses à être évidentes. Il y en a beaucoup qui disent oui, comment tu fais pour savoir, comment tu fais pour être sûr que ça va fonctionner et que en fait ce changement, finalement, souvent on dit tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu vas avoir. Et c'est tout à fait vrai. Et en fait, là, c'est souvent lié à la peur, c'est souvent lié à qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, cette peur, elle sera toujours là. Moi aussi, encore aujourd'hui, j'ai peur. Je sais pas forcément ce qui va advenir. Je sais absolument pas ce qui va se passer. Et lâcher prise, c'est compliqué parce que ça demande de faire un travail sur soi. Ça demande ça demande du temps et on peut pas forcer en fait. On peut pas forcer les choses. Mais en même temps, il faut apprendre à faire pour justement confirmer que petit à petit, finalement, oui, du coup, ça me donne un indice ou ça me donne une clé que je suis dans la bonne direction. Mais cette direction-là, en fait, il n'y a que toi qui peux le savoir. Il faut faire les choses par toi-même. Parce que tu peux entendre, et ça je le vois beaucoup, tu peux entendre plein de personnes qui te rassurent, qui te disent oui, mais en fait, tu es dans la bonne direction. Ça, moi-même, avant que je décide de vraiment me lancer dans le podcast et de parler de podcast très récemment, pendant 1 an, on m'a tannée en me disant mais t'es sûre de faire ce que tu fais maintenant? T'es sûre? Moi, je te vois plus là-dedans. En plus, t'arrêtes pas de parler de ça. Mais ouais, vraiment, pendant 1 an, ça a été de mes proches, des personnes qui travaillent avec moi, qui m'ont dit oui, mais je comprends pas trop où tu veux en venir. En fait, c'est un peu comme si j'ai toujours le même mécanisme. Je vais repousser en fait
le moment où il va falloir prendre cette décision, même si je sais pertinemment qu'il va falloir la prendre, mais j'ai besoin de me rassurer en allant au bout de certaines choses pour comprendre par moi-même que c'est la bonne décision. Il n'y a personne d'autre, même si on me dit oui, mais en fait c'est bien, il faut que je le fasse moi-même pour comprendre que c'est la bonne direction. Il faut s'écouter. Oui. Oui. Mais pas trop quand même. C'est-à-dire, faut pas écouter sa peur, faut écouter son envie d'aller en dehors de sa zone de confort. Faut écouter ça. Enfin, faut écouter la peur avec l'excitation, mais pas la peur qui est là, non, ça ne va pas fonctionner. Ça, faut pas l'écouter. Et justement, tu as parlé donc, du coup, dans l'épisode 30 de ton podcast, ce côté de ta personnalité qui est d'être multipassionné. Mais après, je pense ce terme-là, je l'aime bien et en même temps, je me dis qu'on est tous multipassionnés d'une certaine façon. On aime tous plein de choses et on a tendance à beaucoup catégoriser travail, passion, personnel, professionnel. Et c'est pour ça que je savais que construire mon entreprise, ça allait me correspondre parce que c'est moi qui définis quel est mon travail. Aujourd'hui, ma famille, elle est incapable de décrire ce que je fais. Quand j'ai mis du temps encore très récemment à décrire ce que je faisais, c'est quelque chose qui m'a longtemps perturbée. Je ne savais pas comment me présenter. Souvent, quand on aime beaucoup de choses et qu'on fait beaucoup de choses, on se dit comment je vais me présenter. Bon, maintenant, j'ai compris qu'il fallait faire en sorte de savoir à qui on parlait pour ensuite pouvoir adapter son discours. Mais ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Je pense aussi que c'est important d'aimer plein de choses et de tester plein de choses. Parce que, alors, j'ai toujours du mal à expliquer parce que j'ai toujours fait plein de choses en même temps. Quand j'étais à l'école, il y a pas si longtemps aussi, en fait. Je me sens vieille. À chaque fois qu'il y a une amie proche à moi qui dit oui, mais en fait, quand elle veut me rassurer et qu'elle veut me motiver, elle me dit oui, mais de toute façon, Julie, je me souviens quand on était à l'école, toi, t'étais sur ton ordinateur, t'étais en train d'écrire ton blog, et puis il y avait le cours, et puis t'étais en train d'écouter un podcast, et puis t'étais en train d'écouter ci, ça, et en même temps, t'étais en train de diriger le travail d'équipe en devant ton écouteur en disant oui, c'est très bien, ok. Et en fait, je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai, j'ai toujours fait ça. Le multitâche a ses limites, mais je pense que être multitâche m'a permis de faire ça, de faire plein de trucs à la fois. Mais il faut s'autoriser à tester des choses. Et je crois qu'on a un problème avec le fait de réussir ou d'échouer aussi. Parce que quand on se dit, ouais, je vais me lancer dans ça, il y a toujours cette idée de performance, alors qu'en fait, ben non, tu peux tester quelque chose parce que ça te fait plaisir, mais on est trop attaché, et ça je le vois beaucoup, on est trop attaché au regard des autres et on se dit oui, mais j'essaye quelque chose et que finalement ça fonctionne pas, j'ai pas envie de me confronter à ce qu'on va dire de moi. Sauf qu'en fait, c'est pas leur vie, c'est pas eux qui décident, donc il faut vous autoriser à essayer des choses qui vous font plaisir. C'est comme ça qu'au final, on trouve en fait ce qu'on aime vraiment faire, et c'est pas une ligne droite. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien les cosmétiques il y a 8 ans. J'aime toujours ça, mais j'ai plus envie d'en parler aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresse plus du tout. Et pourtant, j'ai construit une grosse communauté là-dessus. Donc, c'est un peu comme si j'ai dit au revoir à 10 000 personnes. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, au revoir. Mais il faut s'autoriser aussi à changer, à faire en sorte de ne pas rester bloqué. Et ça, c'est une autre étape encore. J'ai l'impression que le changement, c'est difficile parce que, comme on dit, ça demande de laisser partir. Mais il faut être flexible, faut tester, il faut être flexible, il faut se faire plaisir. Et après, être multipassionné, c'est aussi accepter de... Souvent, et d'ailleurs j'en parlais avec Anouk, ce sera un des épisodes qui va bientôt sortir. Quand on est multipassionné, souvent on a tendance à vraiment apprendre très vite un sujet, ou du moins à l'essorer au maximum, et à se dire ok, ben maintenant je sais faire ça. Par exemple, je sais pas moi, maîtriser à peu près Instagram. Elle le disait très justement, on est à peu près bon partout. En fait, on est capable de s'adapter, et dès qu'il y a quelque chose qui nous intéresse plus, on a envie de passer à un autre sujet. Et ça, faut l'accepter. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que on est capable du coup d'affiner nos choix et de se spécialiser quand même. C'est un peu un mix de tout, tu vois.
Justement, est-ce que le fait du coup d'être multipassionné n'est pas finalement un outil qui nous aide à changer plus facilement? Parce que du coup, tu te dis, bah, j'ai, je sais pas, 50 000 choses qui me plaisent. Mm, Si du coup je peux me lancer sur une, si cette chose bah, ne marche pas, j'ai encore les 49 999 restantes. mm, mm. Tu vois, est-ce que c'est pas Ouais. aussi quelque chose dans ta personnalité qui t'aide aussi à le vivre peut-être plus facilement? Ouais, si, je pense que c'est un peu ça. Après, me concernant, j'aime beaucoup de choses. Je dis souvent que en fait, j'ai beaucoup d'idées. J'ai pas de mal à avoir des idées. C'est pas forcément un cadeau non plus, parce que du coup, il y a plein de choses que j'ai envie de concrétiser, mais on a que 24 heures dans une journée. Et du coup, avoir plein d'idées, être multipassionné, ça aide beaucoup parce qu'on arrive à rebondir. On est plein de ressources. On n'hésite pas à tester des choses, à utiliser les compétences qu'on a apprises dans d'autres expériences pour justement nourrir les prochaines. Mais par contre, moi, j'ai envie d'ouvrir 1000 business, j'ai envie de faire 10 000 podcasts. C'est très compliqué, du coup, de gérer la frustration de ne pas pouvoir tout concrétiser. Et il faut aussi, justement, souvent je disais ça à Rémi il n'y a pas longtemps, c'est bien les idées, hein. Tout le monde peut avoir des idées, mais après, Rémi qui est ton l'important... mari? Rémi qui est mon mari, oui, désolé, je fais comme si tout le monde connaissait Rémi, mais Rémi est Non, mon mais tout le monde mari. connaît Rémi. Enfin, s'ils ont écouté ton podcast, de toute façon, ils connaissent les ficelles avec Rémi. Rémi, c'est mon mari et avec qui je fais aussi des podcasts. Qui fait le montage de mes podcasts d'ailleurs, c'est lui qui supporte ma voix H24. Le pauvre, à chaque fois je le plains pour ça. Merci de monter les podcasts, je suis ravie. Mais c'est vrai que souvent, lui aussi, il a envie de... Il a des idées, il a plein de choses, il a aussi plein de ressources. Mais il y a une différence entre avoir des idées et la mettre... l'appliquer, la concrétiser, lui donner vie. Et c'est vrai que c'est super d'aimer plein de choses, mais il faut aussi accepter de pas tout faire parce que quand on fait tout, on se brûle, enfin on part vite en burn-out ou on est vite épuisé parce qu'on a envie de tout bien faire et c'est là souvent où on arrive au oui mais je peux tout faire en même temps, oui mais je vais y arriver, oui mais je suis... En plus quand on est un peu perfectionniste c'est le pompon, donc il faut apprendre aussi à y aller au fur et à mesure, à prioriser. Parce que sinon, on finit par partir dans tous les sens et on finit jamais vraiment rien, on aboutit jamais vraiment rien. Et j'imagine que c'est particulièrement pertinent maintenant que t'es maman. Oh là là, Tu dois prioriser. ouais. Ah non, mais c'est même plus une question de priorité, c'est une question de... Bon là, elle a 5 mois, donc... Ouais, je sais pas, on fait en fait. Là, on arrive au stade de, ok, il faut prioriser, mais on fait. On fait et on essaye. C'est très dur pour moi parce que maintenant, il faut que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai réalisé dans la journée. Et, en fait, j'apprends beaucoup à m'adapter. C'est moi qui dois m'adapter. En plus, nous, voilà, je le dis tout le temps, on est un peu comme des extraterrestres. On n'a pas, on n'a pas décidé la voie de la facilité. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est plus parce que tous les parents, franchement, les parents solo, je vous admire. Mais on a choisi d'être à notre compte aussi parce qu'on avait envie d'élever notre fille et de faire, d'avoir une vie personnelle comme on l'avait décidé. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément le choix, nous, on a décidé de la garder avec nous, c'est-à-dire qu'elle n'est pas gardée par quelqu'un. On a envie de faire l'école à la maison. Enfin, là, c'est loin. Je l'allaite aussi, donc il y a quand même cette notion qu'elle est plus dépendante de moi parce que je ne peux pas la confier comme ça. Allez, vas-y, nourris-la, c'est pas possible. Donc, en fait, il faut encore plus s'adapter. Et là, c'est s'adapter à quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est un challenge parce que j'aime bien avoir le temps de faire les choses. Et maintenant, c'est difficile d'avoir 1 ou 2 heures d'affilée pour faire quelque chose qui demande du temps de cerveau ou faire un podcast. Maintenant, il faut que j'apprenne son rythme, en fait. Il faut que j'apprenne comment elle fonctionne. Et pour les personnes qui sont un peu dans le contrôle et l'organisation, comme moi, c'est un sacré défi. Mais quand c'est son enfant, je pense qu'on fait en sorte de s'adapter. Et c'est ce qu'on fait. On y arrive. Ça se passe bien pour le moment. Oui, en tout cas, ça a l'air. Enfin, Ouais, il y a des jours sans et des jours avec, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a... Moi, j'ai pas trouvé les ressources justement des mamans, des mamans entrepreneurs. Il y a une personne sur Instagram qui correspond bien à mon profil et avec qui du coup j'échange de temps en temps parce que je me dis mais comment t'as fait pour
continuer à faire ta boîte avec un enfant. En plus, elle allaitait aussi. Je me dis, mais nous, on y arrive, mais des fois, c'est dur. Il faut aussi dire que tout n'est pas rose et que c'est pas tous les jours facile. Ça, c'est important aussi. Non, c'est bien, c'est rassurant en tout cas. C'est pour toi plus tard, si jamais tu as envie de te lancer, ça va aller. Et puis pour vous aussi, si vous écoutez, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On le répète, c'est important. C'est clair. Et donc aujourd'hui, donc, effectivement, tu as parlé au début, tu partageais tes expériences, peut-être aussi quelque chose qu'il fallait que tu fasses personnellement pour t'arriver à un moment de ta vie où du coup tu sortes un petit peu de toi et que tu commences à vouloir accompagner des personnes. Donc aujourd'hui, non seulement toi tu vis des changements, tu accompagnes des personnes qui veulent changer. Qui veulent monter une boîte dans le digital, mais du coup qui veulent aussi monter un podcast comme ce que tu vas faire. Comment tu accompagnes ces personnes? Quels sont les conseils que tu leur donnes, à part ceux qu'on a déjà mentionnés? Alors, c'est vraiment au cas par cas. D'ailleurs, le fait d'avoir accompagné des gens, fait du coaching, j'aime pas trop ce mot, mais c'est un peu ça aussi. Ça m'a permis aussi de comprendre que ce qui est très important, c'est pas forcément la technique ou les compétences, c'est la façon de penser, la façon dont on perçoit les choses. Et j'ai beaucoup appris d'ailleurs en accompagnant les gens parce que au début, d'ailleurs, si vous avez envie de faire ça, au début, on a tendance à vouloir beaucoup donner nos connaissances, nos compétences, alors qu'en fait, quand on accompagne quelqu'un, ce qui est important, c'est de l'écouter et de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle voit les choses de cette façon et comment faire en sorte de changer doucement mais sûrement cette vision d'elle-même pour que justement les changements s'opèrent tout seuls, s'opèrent à travers elle. Je dis toujours que quand j'accompagne quelqu'un, c'est moi je suis juste là en fait pour 99% du travail, c'est eux qui le font. Je suis là pour essayer de creuser et de comprendre un peu ce qui se passe. Et finalement, les réponses, c'est souvent nous qui les avons. Souvent, on se concentre sur les compétences. On se dit, oui, il faut absolument que j'apprenne telle compétence. Pour faire un site web, il faut absolument que j'apprenne à tous les tutos sur WordPress, sur YouTube. Et en fait, on se donne déjà pas le droit d'essayer et on se dit qu'on n'est pas capable et on se dit qu'il y a le syndrome de l'imposteur. Enfin, ce qui est rigolo, c'est que la moitié des épisodes que j'ai fait aujourd'hui, que j'ai documenté, en fait, ça répond probablement aux problèmes qu'on a d'état d'esprit qu'on peut avoir, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, tout ce qui est vouloir tout contrôler, ce genre de choses. Et ça, je pense que c'est ce qui nous limite majoritairement. C'est pas forcément la technique. Et moi aussi, hein, encore aujourd'hui, il y a des choses où, à plusieurs stades de son business, je pense, ou de sa vie, on est là, il y a toujours un petit truc au bout d'un moment qu'il va falloir régler, conscientiser, essayer de réfléchir. Rémi, il appelle ça des schémas. C'est ce qu'on a appris en thérapie d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il faut se faire du bien à la tête. Il faut faire en sorte de changer son point de vue. Ça fait autant du bien pour son travail que pour sa vie personnelle parce qu'en fait, c'est un travail sur soi. Il faut travailler sur sa vision des choses et il faut penser à soi. Parce que on est un peu le véhicule de tout, donc il faut faire en sorte de se faire du bien et de changer son point de vue pour avancer. Comment tu te fais du bien, toi, au quotidien? Moi, je suis une très mauvaise élève parce que je m'oublie beaucoup. Bon, ces derniers temps, c'est aussi lié au fait que je veux tout gérer, mon rôle de maman, mon rôle de chef d'entreprise, mon rôle dans la famille, etc. Je pense que le truc le plus basique à faire, c'est de ne rien faire. Ça, c'est quelque chose... je parle beaucoup de la thérapie. Alors, la thérapie que j'évoque, c'est une thérapie qu'on a fait avec Rémi, qu'on parle dans notre podcast Bout de cul. C'est une thérapie de couple. Et on a fait des thérapies individuelles en même temps. Et je me souviens, je me souviens à un moment, je disais, ouais, j'en peux plus, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Et en fait, elle m'a dit tout simplement, il faut apprendre à rien faire. Et dans notre société aujourd'hui, ne rien faire, c'est pas valorisé parce qu'en fait, il faut tout le temps être productif, il faut toujours du résultat. Et en fait, quand on a tendance à avoir 1000 idées, qu'on a tout le temps le cerveau, moi je dis souvent le petit vélo dans la tête, en fait, ça tourne. Il faut apprendre justement à appuyer sur la pédale de frein et faire en sorte de rien faire. Donc, c'est parfois, quand ça va trop loin, c'est s'arrêter, respirer.
prendre une grande inspiration et une expiration. Ça paraît bobo comme ça paraît c'est un peu wouhou. Pas du tout en fait, c'est physiologique, ça fait du bien. Boire un verre d'eau, ça fait du bien. Et ne rien faire pendant, je sais pas moi, donnez-vous déjà 2-3 minutes, après 5 minutes, écoutez de la musique, j'écoute du piano en ce moment, ça me fait du bien. Ça me permet je sais pas, ça me relaxe. Faut trouver le truc qui te relaxe. Et maintenant, j'essaye aussi d'écrire un peu ce que je ressens parce que quand on écrit les choses sur du papier, ça peut pas être modifié et c'est que pour soi. Et c'est vraiment quelque chose, c'est une relation avec soi-même. On balance en fait tout ce qu'on a dans la tête, mais de façon positive. Je pense qu'il faut s'en servir pour être plus dans la gratitude qu'autre chose. Sinon, après, on part dans un truc, mon Dieu, le monde est horrible. Non, faut partir dans un... Voilà, faut se faire du bien avec des petites choses pour commencer. Quand c'est compliqué, faut pas partir dans de la méditation qui dure un quart d'heure si ça vous parle pas. Commencez par des petites choses déjà. Pas besoin de partir non plus en vacances à Hawaï. Ah oui. Non, les petit à petit. Ça marche beaucoup mieux comme ça. Si on parle de tes changements à venir, on évoquait le podcast, c'est un peu ton projet dans le futur. Est-ce qu'il y en a d'autres? Aujourd'hui, déjà, j'ai fait un changement parce qu'avant, je parlais beaucoup d'entrepreneuriat, de business. C'était trop large. J'ai mis du temps à m'en apercevoir. Mais le temps, c'est important. Il faut prendre le temps de comprendre les choses. Maintenant, c'est vrai que je me dirige plus à parler de podcast, d'accompagner les gens autour du podcast, du marketing et du business. C'est vraiment les 3 thématiques qui sont ensemble pour faire en sorte d'aider les gens qui ont un business en ligne. Les femmes particulièrement, parce que on est encore sous-représenté, où on n'a pas beaucoup la parole dans les médias et je trouve que c'est important de nous mettre en avant. Aujourd'hui, je me destine plus justement à donner la parole aux personnes qui ont envie d'utiliser le podcast, de faire en sorte de les accompagner là-dedans, donc de lancer leur podcast parce que c'est un média qui monte. Bon, là, on est en 2019 au moment où on tourne cet épisode. Je sais que dans les prochaines années, à l'image de ce qui se passe, aux États-Unis, ça va monter. On est toujours un train en retard. Hein. On a toujours 10 ans de retard. Eux, là-bas, c'est quelque chose de phénoménal. Et je crois beaucoup en ce média parce que bon, j'en consomme énormément, mais aussi parce que ça correspond plus à notre mode de vie et on écoute plus qu'on ne regarde parce qu'on n'a plus forcément le temps, que ça nous fait du bien, que ça nous lie. Si vous écoutez ce podcast, peut-être que c'est dans les bouchons et que vous avez envie d'un petit moment, voilà, pour déconnecter parce que le mec ou la fille devant, elle klaxonne comme je ne sais pas quoi. Voilà, on a besoin d'un lien plus fort que d'être passif devant un écran. Et je trouve que le podcast, ça apporte ça. Et ça permet aussi de vendre, et c'est un média qui est émergent. Donc mon projet, c'est ça, c'est d'accompagner les gens dans la création de leur podcast, les entreprises, les entrepreneurs dans la création de leur podcast, pour aider justement, à mettre en lumière leur activité, mais aussi à vendre leurs services parce que les auditeurs de podcasts sont très engagés avec ce média-là. Et pour 2020, du coup, de lancer une formation justement pour aider les gens à lancer leur podcast aussi. C'est super. Et c'est vraiment pas des gens qui sont nécessairement anciens journalistes, parce qu'on en voit beaucoup en fait ici, en France. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus répandu, mais ici en France, j'ai l'impression que la plupart des podcasts aujourd'hui qui existent en français sont faits par des gens qui ont fait des études de journalisme. Moi, personnellement, j'en ai pas fait, toi non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sera accessible pour tout le monde. Oui, en fait, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui lancent un podcast et qui sont de tous horizons. Quand on commence à regarder un peu ce qui se passe et comment sont les podcasts, bon, il y a beaucoup de ce qu'on appelle aussi les podcasts, c'est les replays de radio. Donc voilà, pour moi, c'est comme le replay à la télé, le streaming, voilà, c'est pas forcément du vrai podcast selon moi. Mais les podcasts natifs, il y en a de plus en plus. Et je veux vraiment aider les entrepreneurs justement à utiliser ce média-là pour apporter de la valeur à leur communauté, leur audience, qui sont par extension des potentiels clients, mais surtout parce qu'en fait, on écoute, en fait. Ça, comme tu le dis, tu vois, tu avais l'impression que j'étais une bonne copine dans tes oreilles. Je pense que c'est beaucoup plus valorisant d'entendre et d'humaniser la relation que de voir un post Instagram tout bien blanc, tu sais, un peu trop, j'ai pas le mot, mais aseptisé, tu vois. Là, le podcast n'est pas aseptisé, donc je veux vraiment mettre ça en lumière et
comme je le dis, et ça a dû se voir ça a dû s'entendre dans le podcast, je suis très très bavarde. Donc c'est un truc qui me correspond parfaitement et je peux parfaitement parler de ça pendant des heures. Ça c'est important aussi. Si vous êtes capable de le faire sans contrainte et que vous pouvez le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps sans avoir trop à réfléchir, c'est que c'est une bonne chose. Et c'est mon cas. Tu en as parlé au tout début, quand tu disais que parfois tu as besoin des autres pour prendre du recul Mm. et voir tout ce que tu avais fait pour Mm. passer du coup à l'étape prochaine, à l'étape suivante. Tu as aussi beaucoup parlé de Rémi. Est-ce que tu penses que quand on vit un changement, quand on est dans une période de transition, le fait d'avoir des personnes qui t'entourent, typiquement ton mari, c'est quelque chose d'important? Mm. Parce que tu parlais aussi des gens qui justement te disent est-ce que tu es sûr, enfin un petit peu les freins Mm. extérieurs. Est-ce que tu penses que le fait aussi d'avoir un entourage bienveillant qui te soutient, etc., c'est important? Ah oui, oui. Ah bah, en ce moment, je vis un changement. Enfin, on vit un changement. Et moi, si j'avais pas Rémi, si j'avais pas les personnes bienveillantes autour de moi qui me connaissent, qui ont un business aussi et qui me connaissent, parce qu'en fait, les personnes qui n'ont pas de business et qui parlent, qui vous donnent des conseils ou essayent de vous comprendre sur votre business, elles auront du mal à se projeter et vice-versa sur la vie personnelle. C'est indispensable. Je pense que c'est un peu mes garde-fous, en fait. À chaque fois, j'ai besoin, et qu'on me répète souvent en plus. Je pense que quand on a des mécanismes ancrés et qu'on a tendance à se dire, à revenir en fait dans ces mécanismes et se dire oui mais ça va pas être possible alors qu'on vient de nous dire un jour avant qu'on nous a rassurés. Moi j'ai besoin de ça régulièrement. J'ai besoin qu'on me dise oui je te connais, tu vois, tu fonctionnes comme ça, comme ça, comme ça. Je sais que ça va arriver, donc qu'est-ce qu'on fait, comment tu te sens, enfin un peu, ouais un peu là pour te rassurer, pour confirmer qu'en fait tu as réalisé des choses, vraiment t'aider à prendre du recul. C'est indispensable. Mais les bonnes personnes. Parce que c'est à double tranchant. Il y a les personnes qu'il faut écouter, qu'on sait qu'il faut écouter. Puis il y a les personnes qu'on écoute, mais qu'il ne faut surtout pas écouter. Et qu'on écoute aussi malgré nous, dans des moments où on a des grands changements, où on a besoin d'être entouré de bonnes choses. Il faut savoir soit prendre du recul quand on est en capacité de le faire et qu'on est quand même entouré par des personnes qui sont négatives, pas forcément auprès de nous, mais juste dans leur propre vie, qui traversent des choses. Et on se dit, bon, ça me concerne pas, je ne le prends pas, parce que moi j'ai tendance à être un peu comme ça, à prendre un peu tout ce qui m'entoure et même le négatif. Donc soit être en capacité de le faire, soit ne faire une pause et dire, bon, ben voilà, je vais pas les voir pendant X temps parce que je me sens pas en capacité de gérer ça. Et très important, parce que ça c'est le réel, mais il y a aussi l'internet et on est beaucoup beaucoup connectés. Et si vous n'avez pas forcément de personnes qui vous comprennent aujourd'hui dans ce que vous traversez, et que vous n'avez pas un Rémi ou d'autres personnes comme moi pour vous aider, entourez-vous de bonnes choses sur internet, parce que je crois que je disais ça j'en parlais avec Rémi il y a 3-4 jours. Je disais Twitter, j'aime bien ce média-là. Pourtant, je suis des comptes qui sont super, mais il y a un algorithme en ce moment qui fait qu'on voit les informations que les personnes suivent, enfin d'autres comptes que nos amis ou nos abonnés suivent, nos abonnements suivent. Et du coup, je me retrouve avec des choses difficiles à digérer. Et quand j'essaye de faire ma veille ou de regarder des choses où j'ai juste envie de regarder du podcast ou des choses qui m'intéressent, je me retrouve avec des choses dures sur l'actualité et j'ai pas de télé chez moi, et c'est pas pour justement me coltiner des choses négatives que je vais aller sur Twitter. C'est difficile. Donc il faut savoir s'entourer des bonnes personnes aussi là-dedans. Peut-être que c'est toi, tu vois, avec ton podcast aujourd'hui. Peut-être que ce sera moi. Peut-être que je vais vous saouler un jour. Au bout d'un moment, il faudra passer à autre chose. C'est valable sur tous les réseaux sociaux. Ça, vraiment, n'hésitez pas à vous désabonner ou à mettre de côté certaines choses, parce que moi, je me suis rendu compte que ça avait un impact tout aussi important que les personnes qui m'entouraient dans la vraie vie sur le fait de prendre du recul et de me sentir mieux. Et pour les identifier, c'est que l'expérience qui t'aide à faire le tri, c'est ça? Mais en fait, aussi, il y a aussi le fait que, par exemple, moi, aujourd'hui, j'aime bien écouter des choses autour de... tu vois, j'ai besoin de motivation, j'ai besoin de personnes qui vont me dire mais vas-y, fais les choses, vas-y. Donc, par exemple, je vais écouter plus Gary Vee, là, qui est assez connu sur le côté marketing, parce que lui, il est franc, il va vraiment te dire les choses. C'est quelqu'un qui est peut-être trop direct pour certains. Moi, il y a des moments où je vais l'écouter. Il y a d'autres moments où j'ai besoin d'être plus rassurée, côté business, etc.
Donc je vais regarder. C'est toujours des personnes en anglais, je suis désolée. Hein. Mais voilà, j'écoute aussi Marie Forleo. Et puis après, il y a peut-être aussi des choses d'un aspect plus personnel où j'ai besoin d'être rassurée voilà, sur. Ça dépend. En fait, j'hésite pas à m'abonner à plusieurs choses ou à mettre de côté plusieurs choses quand j'en ai besoin, au moment où j'en ai besoin. Il y a un moment où, quand j'étais enceinte, j'ai binge-watché toute la maison des maternelles. Maintenant, ça me sort par les yeux. Voilà, je ne peux plus regarder ça. Et quand j'ai commencé à traverser un problème avec mon allaitement, je me suis abonnée à tous les comptes Instagram qui pouvaient m'aider. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée. Voilà, il faut utiliser à son avantage et pour sa propre sérénité les réseaux sociaux. Il ne faut pas se soucier de ce que les autres vont penser. C'est pas grave si vous désabonnez. De toute façon, maintenant, les likes vont probablement sur Instagram être bientôt supprimés en France. Donc, du coup, c'est pas forcément trop grave. Oui, là, en ce moment, d'ailleurs, en venant ici, j'étais en train d'écouter le podcast du Super Daily. C'est un podcast qui parle des réseaux sociaux et qui est publié régulièrement. Ils ont fait un excellent épisode sur le podcast qui parle d'une étude d'ailleurs. Il parlait justement de la fin des likes sur... là, ils ont testé au Japon, en Australie. Là, ils vont mettre ça en place aux États-Unis. Donc, je pense qu'en France, ça devrait arriver d'ici le début d'année. Je pense que d'ici 2020, en tout cas, ça va être le début. Donc, ne vous souciez pas des autres. Pensez à vous. Ça me permet aussi de clôturer cette première partie pour du coup te poser la toute dernière question qui est complètement personnelle, que je pose à tous mes invités. Si tu avais une baguette magique qui te permettait de changer une seule chose dans le monde, Ouah. Qu'est-ce que tu changerais? Alors moi, j'en pose une dure, mais alors toi, c'est aussi coton. Hein. Qu'est-ce que je changerais? Je sais pas si... J'aimerais... Ouais, si... Le fait que l'ouverture d'esprit, l'ouverture au changement, en fait. Je sais pas comment décrire ça, mais on a tendance à... Justement, c'est lié à ce qu'on disait juste avant. S'entourer de certaines informations, des fois, ça nous met dans un certain tunnel de pensée. Et je trouve ça malheureux parce que du coup, maintenant... l'internet et les médias, c'est super, mais du coup, quand on s'entoure de certaines choses, on est obtus et on n'est pas ouvert au changement, on n'est pas ouvert pas ouvert au changement, pas ouvert en fait à changer sa façon de penser. On a tendance à prendre ça comme une agression et moi, j'aimerais que les gens soient un petit peu plus ouverts au changement et justement qui se disent ah oui, ça peut être intéressant et si on en discutait, pourquoi tu penses comme ça, mais pas et qu'on avance ensemble plus dans une progression positive et pas dans une agression en se disant oui, mais si tu penses comme ça, c'est que tu cherches à me l'imposer. Vous changez un peu le regard des gens là-dessus et faire en sorte d'être un peu plus ouvert et ouais, je sais pas si c'est bien décrit hein. Dis donc c'est dur hein. Non mais après ça peut être un truc farfelu hein, comme j'aimerais que l'eau je sais pas ait un goût de bonbon, tu vois. Oh ouais, mais non, c'est pas drôle ça. Ouais, bon, ça va pas du tout avec ma vision de changer les choses, tu vois. Je suis un petit peu plus que d'avoir de l'eau au goût de chewing-gum. Moi, je préfère changer un truc plus gros. Mais ouais, ouvrir les esprits. Faire en sorte d'être ouvert au changement sans que ce soit une lutte, tu vois. Et ouais, qu'on s'aide là-dedans et qu'on avance ensemble. Ok. Mais écoute, merci beaucoup, Julie. Merci à toi. Et je te souhaite plein de bonheur pour, donc, du coup, d'ici cette fin d'année... Je pense que ça annonce assez dynamique pour toi et une bonne lancée pour l'année prochaine. Et merci pour ce partage. Merci beaucoup de m'avoir fait parler et plein de bonnes choses avec ton podcast aussi. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le partage de mes lectures, des expériences personnelles et des interviews vous plairont et vous aideront si vous êtes comme moi, en train de vivre un changement dans votre vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter sur YouTube, Facebook, Instagram @hdc.podcast, m'envoyer un mail à l'adresse hdc.podcast@gmail.com, hdc comme histoire de changer, ou bien vous pouvez partager votre histoire sur les commentaires iTunes que je lirai sur les prochains épisodes. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Directions at